La dépression, c'est un trouble qui est très fréquent, qui va toucher 350 millions de personnes dans le monde, donc c'est 5% de la population mondiale. C'est l'une des principales causes de handicap, et donc c'est vraiment un enjeu de santé publique de pouvoir la prendre en charge. On reçoit Lucie Joly, on parle de dépression au féminin. Yeah! Le terme dépression au féminin, techniquement, ça veut dire quoi? Les femmes sont 2 fois plus touchées par la dépression que les hommes. Le suicide est la première cause de mortalité maternelle dans l'année qui suit l'accouchement. Quand s'inquiéter? Eh bien, quand on va avoir une altération du fonctionnement, on va plus fonctionner comme habituellement. Il va y avoir une rupture avec un état antérieur. On va plus sortir de chez soi, on va plus pouvoir travailler. Est-ce qu'il y a d'autres périodes dans lesquelles on a plus de chances de faire une dépression? On parle beaucoup de la dépression postpartum chez les femmes, mais il faut savoir que la dépression paternelle, elle touche quand même 8 à 10% des hommes, et on n'en parle pas suffisamment. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer justement cette phase-là de préménopause, de ménopause? Brisant un mythe, c'est vraiment pendant la période de la préménopause où on est plus à risque de faire un épisode dépressif. Donc il ne faut pas voir cette période-là comme l'hiver des femmes, mais plutôt comme l'été indien avec des nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'on fait une dépression? Bien, je crois qu'il faut déjà essayer Si tu ne le savais pas, ça fait plusieurs semaines que Bien-être simple s'est refait une beauté. Comme j'en ai assez parlé ces dernières semaines, je te laisse directement toutes les infos en description de l'épisode. Par contre, je voulais te remercier d'être là et de nous soutenir toutes les semaines. C'est hyper important pour nous, que ce soit tes likes, tes commentaires ou tous les partages que tu peux faire. C'est tout ce que j'avais à dire, donc je te laisse avec l'épisode avec Dr Lucie Joly où on parle de dépression au féminin. Bon épisode! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well, le podcast par Bien-être simple. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir le docteur Lucie Joly. Comment ça va, Lucie? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, je suis le docteur Lucie Joly, je suis psychiatre et spécialisée dans la santé mentale au féminin et plus particulièrement dans la période de la périnatalité, donc tout ce qui est autour de la grossesse, de l'arrivée d'un bébé. Et je suis également enseignante à Sorbonne Université, donc je donne des cours aux sages-femmes, aux infirmiers, aux étudiants en médecine. Et je fais de la recherche donc sur tout ce qui est modification cérébrale pendant la grossesse, donc chez la femme enceinte, et puis dans le postpartum pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des mères pendant cette période de vulnérabilité. Et je travaille beaucoup sur les neurosciences périnatales. Et du coup, est-ce que tu as aussi étudié tout ce qui touche à... oui, évidemment, pendant la période postpartum, et donc l'influence que les hormones peuvent avoir pendant cette période-là au niveau de la dépression, mais aussi dans la vie de la femme de façon générale. Je sais que tu as écrit un livre justement qui s'appelle « La dépression au féminin ». Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ? Eh bien oui, avec mon co-auteur, le docteur Hugo Botman, qui travaille à l'hôpital Bicêtre et qui est dans une équipe de recherche qui s'appelle Moods. On a écrit un ouvrage qui est sorti là en septembre 2024 aux éditions du Rocher et qui s'appelle « La dépression au féminin », où en fait on s'est intéressé aux différentes périodes de vulnérabilité que peuvent traverser les femmes, et notamment dans des grands moments de remaniements hormonaux importants comme la grossesse, la ménopause, tout ce qui est syndrome prémenstruel ou troubles dysphoriques prémenstruels. Et puis on s'est aussi attardé à tout ce qui n'est pas biologique et bien évidemment les facteurs psychosociaux qui jouent sur la prévalence de la dépression au féminin. Et alors du coup le terme dépression au féminin, techniquement ça veut dire quoi ? Alors, déjà, c'est important de rappeler que la dépression, c'est un trouble qui est très fréquent, qui va toucher 350 millions de personnes dans le monde, donc c'est 5% de la population mondiale. C'est l'une des principales causes de handicap, et donc c'est vraiment un enjeu de santé publique de pouvoir la prendre en charge. La dépression, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est un trouble qui est bien plus complexe en fait que la simple tristesse qu'on peut avoir dans nos représentations générales. Et elle peut avoir un visage très différent en fonction du sexe. Et donc,
les chiffres sont là. Les femmes sont 2 fois plus touchées par la dépression que les hommes. Et notamment dans des périodes, j'ai parlé de remaniements hormonaux très importants. On sait que 20% des femmes ont des symptômes dépressifs pendant la grossesse et dans le postpartum, que 10 à 30% des femmes sont touchées par la dépression pendant la phase de préménopause, et 5% des femmes ont des troubles dysphoriques prémenstruels. Donc on voit que la mécanique hormonale, elle joue énormément sur l'apparition de la dépression au féminin. Cette prévalence qui est très importante de la dépression au féminin, et d'ailleurs qui je pense est sous-estimée, on en reparlera après, eh bien, elle est due à une combinaison de facteurs, des facteurs biologiques, hormonaux, mais aussi psychosociaux. Pour être un peu plus scientifique, en fait, on le sait, tout au long de la vie, eh bien, il va y avoir des modifications cérébrales, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Et en fait, il va y avoir des nouvelles connexions entre les neurones qui vont se faire et qui vont être indispensables pour pouvoir répondre aux besoins du corps et aux stimulations de l'extérieur. Et en fait, ce qu'on a montré dans le livre, c'est que les hormones, eh bien, elles vont jouer sur cette plasticité cérébrale et elles vont entraîner une plus grande susceptibilité aux troubles anxieux et dépressifs. Et du coup, alors, concrètement, c'est quoi les symptômes? Parce que tu disais que c'est pas vrai, la dépression, c'est pas juste une tristesse, c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut remarquer justement comme symptômes et qui peuvent alerter potentiellement des femmes qui se retrouveraient peut-être dans cette situation-là? Déjà, la dépression, donc c'est un diagnostic qui se fait sur la clinique, sur les symptômes. Il n'y a pas de bilan sanguin, il n'y a pas d'examen d'imagerie, de ponction lombaire. Donc on se base sur des symptômes cliniques, et nous, les psychiatres, on se base sur le manuel statistique et diagnostique de santé mentale, le DSM, où en fait on va devoir observer pendant une durée de plus de 15 jours une tristesse de l'humeur, une douleur morale, une perte d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment les symptômes qui doivent être présents, avec plus ou moins 4 symptômes dont je vais vous citer, des troubles du sommeil, de la perte d'appétit, des troubles cognitifs, de la concentration, un ralentissement psychomoteur, et puis il peut y avoir des idées suicidaires. Okay. Et en fait, il faut, quand s'inquiéter, eh bien, quand on va avoir une altération du fonctionnement, on va plus fonctionner comme habituellement. Il va y avoir une rupture avec un état antérieur, on va plus sortir de chez soi, on va plus pouvoir travailler. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu montrer dans notre livre, c'est que chez la femme, il va y avoir plus de symptômes qu'on va dire atypiques. Okay. Il va y avoir, par exemple, au lieu d'un ralentissement psychomoteur dans la dépression classique, on va être plutôt accéléré quand on est une femme. On va plutôt manger plus, avoir ce qu'on appelle une appétence pour le sucré. On va plus dormir, on va avoir plus de rumination anxieuse. Et les épisodes vont être plus chroniques. Et autre spécificité, les femmes vont être plus sensibles aux changements de température et de lumière. Donc en fait, il y a pas mal de symptômes qu'on peut détecter qui sont atypiques et qui sont pas mentionnés dans les manuels de médecine, parce qu'en fait, pendant très longtemps, eh bien, on s'est basé sur les hommes pour mener les essais cliniques en pensant que les variations hormonales allaient biaiser les résultats. Ce qui est totalement l'inverse, parce qu'en les prenant en compte, on va mieux prendre en charge les femmes et proposer des traitements qui sont plus adaptés. Et alors en fait c'est ça, ces symptômes-là sont différents en fait de quand les hommes font une dépression par exemple, et du coup est-ce que ça fait en sorte qu'on passe plus souvent à côté d'un diagnostic de dépression pour une femme parce qu'on pense pas forcément que c'est lié à la dépression mais que c'est plus autre chose? Exactement, très souvent en fait on met sur le compte par exemple de la grossesse ou de la ménopause les symptômes comme par exemple la fatigue, le fait d'être irritable, et ben, on le met sur le compte de la période, alors qu'en fait, ces femmes, elles font une vraie dépression. Mais je voudrais rappeler aussi que
dans cette idée de l'approche un peu personnalisée de la médecine qu'on devrait avoir, il y a aussi des symptômes qui sont spécifiques chez les hommes. Et notamment, les dépressions masculines, elles se manifestent, elles ont un visage très différent des dépressions féminines, où il va y avoir, par exemple, plus d'impulsivité, plus de colère, avec des hommes qui vont plutôt se tourner vers des consommations de substances psychoactives comme l'alcool, ou être plus dans les transgressions. Et ça aussi, c'est pas dans nos représentations qu'on a de la dépression. Donc, c'est indispensable de changer un peu notre logiciel de pensée pour qu'on arrive à mieux et plus finement faire les diagnostics de dépression en fonction des sexes. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a d'autres périodes dans la vie des femmes ou même des hommes dans lesquelles on a plus de chances de faire une dépression ? Eh bien, par exemple, chez les hommes, on parle beaucoup de la dépression du postpartum chez les femmes, mais il faut savoir que la dépression paternelle, elle touche quand même 8 à 10% des hommes, et on n'en parle pas suffisamment. Mais voilà, la paternité, c'est aussi un moment de bouleversement chez les hommes. Alors, bien évidemment, les mécanismes ne sont pas les mêmes, les mécanismes biologiques. On le sait, tout ce qui est bouleversement des rythmes veille-sommeil, ça va jouer énormément sur l'apparition d'une dépression. Et quand on a un nouveau-né, on est réveillé toutes les 2 heures, 2-3 heures. Et puis, c'est aussi un deuil de la vie d'avant. Et ça peut être compliqué chez certains pères. Certaines pistes biologiques montrent que pendant la grossesse de leur compagne, les hommes vont baisser leur taux de testostérone, et ça serait peut-être associé à l'apparition de dépression chez les pères. Donc c'est aussi un moment qui peut être compliqué pour les hommes. Et moi, je me pose une question par rapport à tout ce qui est en fait hormonal et tout ce qu'on vit en tant que femme dans notre vie de femme. Pourquoi est-ce que c'est encore très difficile aujourd'hui d'accepter le fait que nos hormones ont un réel impact sur nos périodes de vie qui sont spécifiques, ou simplement le fait quand on a nos règles tous les mois, et que ça a ces impacts-là, que ce soit physique mais aussi psychologique? Je crois qu'il y a quelque chose de très sociétal, et pendant des années, et je prends l'exemple des menstruations, on a dit aux femmes de pas montrer les douleurs, de pas montrer qu'on a ses règles, et ça c'est par exemple l'exemple du marketing avec les pubs pour les serviettes hygiéniques où on met un liquide bleu très esthétique. Et c'est en ça qu'il faut changer notre logiciel de pensée. Il y a quelque chose de très biologique dans ces périodes que sont les règles, la grossesse, la ménopause, et donc il faut pas minimiser les symptômes. Parce que, par exemple, 5% des femmes sont touchées par le trouble dysphorique prémenstruel, qui est à différencier du syndrome prémenstruel, où en fait, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est vraiment un état qui est pathologique. C'est-à-dire qu'on va avoir des symptômes dépressifs qui vont être sévères, et la femme va pas pouvoir fonctionner normalement, elle va pas pouvoir aller au travail, elle va pas pouvoir interagir normalement. Il peut même y avoir des idées suicidaires. Donc ça, c'est pendant la phase lutéale, donc entre l'ovulation et les règles. Et au moment où on a ces règles, ces symptômes, ils se lèvent. Donc c'est vraiment un exemple parfait pour montrer l'influence des hormones sur le cerveau et sur l'impact que ça peut avoir en termes de troubles psychiques. Et le syndrome prémenstruel, lui, en fait, c'est un épisode qui est considéré comme physiologique, donc avant les règles, où on a des symptômes d'irritabilité, on peut se sentir triste, mais c'est des symptômes qui sont assez légers, qui vont pas altérer le fonctionnement, et qui touchent entre 20 à 40% des femmes. Et ça, je le mets par exemple en lien avec l'exemple du baby blues et de la dépression du postpartum. Le baby blues, c'est un état qui est considéré comme pathologique juste après l'accouchement, qui est censé durer que quelques jours, avec un pic à J3.
où on va se sentir un peu fatigué, on va avoir des doutes sur ses compétences maternelles, on va pleurer facilement, on va avoir une labilité émotionnelle. Et ça ne nécessite pas de traitement médicamenteux particulier. Il suffit d'avoir l'écoute, le soutien de la famille pour passer l'épisode. Par contre, si les symptômes ils durent plus de 15 jours et ils s'intensifient et deviennent sévères, on a des douleurs morales, une grosse tristesse, on n'arrive plus à interagir avec son nouveau-né, on a des phobies d'impulsion, c'est la peur de faire du mal à son bébé. Et bien là, on se dira, est-ce que c'est pas une dépression du postpartum? Et là, il faut la traiter parce que si on la traite pas, les conséquences peuvent être dramatiques. Le suicide est la première cause de mortalité maternelle dans l'année qui suit l'accouchement. Et en termes d'impact sur le nouveau-né, bien si une dépression dure trop longtemps, on ne peut pas interagir correctement avec son nouveau-né. Ça, c'est assez appauvri. C'est ce qu'on va appeler une interaction disharmonieuse. Eh bien, il peut y avoir un impact sur son développement psycho-affectif. C'est essentiel de prendre en charge la dépression du postpartum. Le postpartum, on dit que c'est une année après la naissance? Le postpartum, on dit que c'est donc une année après la naissance. Mais certaines études scientifiques montrent que justement ces modifications cérébrales qui ont lieu pendant la grossesse et qui entraînent une plus grande vulnérabilité aux troubles anxieux et dépressifs, persisteraient jusqu'à plutôt 3 ans en fait. Donc, exact. On est plutôt sur un postpartum de 3 ans sur les études récentes. C'est ça, c'est ce que j'avais vu et mon petit garçon a 3 ans et j'ai l'impression d'être encore en postpartum. Je voulais juste qu'on reparle un petit peu de la médecine. Je sais que toi, quand on en avait parlé, tu me parlais d'aller donc vers une médecine qui est plus unisexe. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est important d'avoir une approche personnalisée de la médecine et de plus l'envisager justement comme unisexe, mais il faut vraiment prendre en compte les spécificités de chaque sexe. Actuellement, il n'y a pas de traitement spécifique, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On met des traitements ISRS et on s'adapte peu finalement aux spécificités. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en termes de dosage, en termes de choix de posologie. Et puis dans la recherche également. Aux États-Unis, dernièrement, est sorti un traitement antidépresseur d'action rapide dans la dépression du postpartum, qui justement va cibler des récepteurs spécifiques. Donc on voit que ça commence à bouger. En France, a priori, on ne pourra pas avoir ces traitements parce qu'ils ont un coût qui est trop élevé, mais on fait des recherches sur d'autres molécules apparentées, comme la kétamine, par exemple, dans la dépression du postpartum sévère. Donc voilà, vraiment, il faut qu'on arrive à mieux penser les traitements, envisager peut-être des traitements hormonaux spécifiques aux femmes ou aux hommes, parce qu'on ne peut plus mettre des molécules comme ça sans s'adapter pour améliorer nos prises en charge et puis pour pouvoir aussi mieux repérer les spécificités cliniques. Et en ça, il faut qu'on améliore la formation des professionnels de santé sur ces spécificités. Ouais, vraiment, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les professionnels de santé en France sont pas ni assez formés ou informés par rapport à la dépression féminine, mais générale? Oui, les professionnels sont très peu formés à la psychiatrie périnatale et aux spécificités de la dépression au féminin et masculin, la dépression masculine. À Sorbonne Université, nous, on a un volume horaire très important, par exemple à l'école des sages-femmes, mais c'est très uniforme sur le territoire et donc je pense qu'il faudrait vraiment uniformiser les cours et les volumes horaires, parce que les sages-femmes, c'est les premiers remparts face à ces femmes en détresse, et elles sont assez peu formées à détecter les facteurs de risque, et donc il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Et par exemple, si on est diagnostiqué, est-ce que c'est pris en charge? Alors, en fait, il existe des centres médico-psychologiques, les soins psychiatriques, ils sont sectorisés en France.
où les patients peuvent aller consulter des psychiatres, des psychologues. Donc, il y a différentes structures en fait qui existent. Il y a l'hôpital public, il y a aussi les médecins en libéral. Voilà, tout dépend de l'approche qu'on veut avoir en termes de prise en charge. Je me demandais, on en entend aussi beaucoup parler ces dernières années de la ménopause, qui est aussi, et de la préménopause, parce que je pense qu'à une époque, beaucoup ont pensé que les femmes étaient folles, en fait. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer justement cette phase-là de préménopause, de ménopause, et de pourquoi justement il y a plus de dépression? Qu'est-ce qui se passe en fait dans le cerveau des femmes? Déjà, brisant un mythe, c'est vraiment pendant la période de la préménopause où on est plus à risque de faire un épisode dépressif que la ménopause. Et en fait, ça, c'est dû à une fluctuation hormonale qui est très importante. Il faut bien raisonner en termes de changement, de remaniements hormonaux plutôt que de chute d'hormones. On n'est pas en termes de quantité, mais vraiment de fluctuation. C'est ça qui va jouer sur l'humeur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans la préménopause? Déjà, il y a une représentation assez négative de cette période. On va parler de l'âge critique, de l'hiver des femmes, avec un deuil finalement de la féminité. Donc, je pense qu'il y a vraiment une pression sociale qui est assez importante pendant cette période-là. Alors que dans d'autres pays, c'est le contraire. Par exemple, au Cameroun, cette période-là, elle est vécue comme une période de promotion professionnelle. Enfin, c'est plutôt positif. En France, on n'est pas là-dedans. Et donc, voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose à changer dans notre vision des choses. La période de la préménopause et de la ménopause, c'est aussi une période de transition familiale où il va y avoir les enfants qui vont quitter le domicile, peut-être des changements de poste, les parents, grands-parents vont commencer à vieillir. Donc voilà, il y a des mouvements dans l'équilibre familial qui vont jouer. Et puis, les femmes dans cette période-là vont aussi avoir pas mal de symptômes qu'on va appeler les symptômes climatériques, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, la perte de libido. Et ça, c'est vrai que ça fait un cumul, voilà, de facteurs qui font que c'est une période qui est quand même compliquée, sachant que les femmes qui vont naître aujourd'hui, eh bien, la moitié vont vivre jusqu'à 100 ans. Et on le sait, une ménopause aux alentours de 50 ans, donc ça fait quand même la moitié de la vie d'une femme. Donc il ne faut pas voir cette période-là comme l'hiver des femmes, mais plutôt comme l'été indien avec des nouveaux projets. Et je pense qu'il faut changer notre vision des choses. Tout à fait, oui. Je suis tout à fait d'accord. Et la période de préménopause, est-ce qu'on a une fourchette d'âge pour les femmes, pour peut-être aussi se dire, parce que c'est difficile, j'imagine aussi, de savoir qu'on est en préménopause, comment est-ce qu'on peut se dire, oh ok, mais là j'ai ces symptômes-là, est-ce que je suis fatiguée et j'ai ces symptômes-là parce que je suis en préménopause, ou est-ce que c'est parce que c'est juste la vie qui est un peu plus difficile? Alors la période la plus compliquée sur le plan psychique, c'est vraiment les 2 ans avant la ménopause. Donc la ménopause, la définition, c'est qu'il faut ne pas avoir de règles pendant 12 mois. Mais selon certaines études, en fait, la période de préménopause, ça peut être entre 5 à 10 ans avant la ménopause. Et donc, finalement, les symptômes, ils peuvent arriver un peu progressivement et on se rend pas toujours compte, en fait, qu'on est en préménopause. Exact. À partir du moment où les symptômes sont handicapants, vraiment ne pas hésiter à aller consulter des professionnels de santé et notamment les gynécologues. Et alors, on parle beaucoup depuis tout à l'heure des facteurs justement biologiques, mais tu nous as dit un petit peu en début d'épisode qu'il y avait aussi des facteurs sociaux, en fait. Qu'est-ce qui pourrait peut-être accentuer les risques de dépression, par exemple, chez une femme qui est enceinte ou qui est en période de postpartum, et peut-être que hormonalement, oui, évidemment, il y a des fluctuations, il y a des changements, mais peut-être que dans le social, dans l'entourage, qu'est-ce qui pourrait accélérer et accentuer potentiellement les risques? La biologie n'explique pas tout et
tout ce qui est disparité dans les conditions de travail, dans l'organisation familiale, dans l'accès aux soins, joue énormément. Et puis, rappelons-le, hein, les femmes sont les principales victimes de violences psychologiques, sexuelles, physiques. Donc tout ça joue bien évidemment sur l'apparition de dépression. Pendant la grossesse, il y a des facteurs de risque qu'on peut identifier, notamment le fait que ça soit par exemple une première grossesse, tout ce qui est découverte par exemple de malformations pendant la grossesse, tout ce qui est traumatisme, vécu de maltraitance dans l'enfance, et puis tout ce qui est situation sociale précaire, joue aussi sur cette prévalence. Et toi, en tant que psychiatre, dans ta pratique, est-ce que tu as beaucoup plus de personnes qui viennent te voir parce qu'elles font une dépression et que c'est beaucoup lié, selon toi, à l'hormone, ou quel est le pourcentage, en fait, entre le côté biologique et le côté social? Selon toi, qu'est-ce qui pourrait influencer le plus? Je sais pas si tu peux répondre à cette question, vraiment. Alors, on aimerait bien savoir, et je pense qu'il y a des études à faire sur le sujet. En tout cas, on peut pas dire c'est l'un ou tout l'un ou tout l'autre. C'est une combinaison de facteurs sycentriques, et donc on peut pas exclure l'un ou l'autre. Chaque patiente est différente, chaque situation est différente, et c'est en ça que le métier de psychiatre il est passionnant, parce que c'est pas du tout routinier, on doit s'adapter à chaque patient. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'on fait une dépression? Quelles sont les pistes un petit peu de solutions qu'on pourrait aller chercher ou qu'on devrait aller chercher? Déjà, quand on détecte des symptômes de dépression, ça peut être de la fatigue, ça peut être des douleurs, ça peut être plein de choses, mais en tout cas que ça altère notre fonctionnement, je crois qu'il faut déjà essayer d'en parler à des proches de confiance. C'est important. Et puis si c'est pas suffisant, il faut pas hésiter à aller consulter des psychologues ou des psychiatres. Alors c'est vrai qu'on a une vision assez négative du psychiatre, alors que c'est une spécialité qui se rajeunit et qui est en pleine révolution scientifique. Donc faut vraiment pas hésiter à venir consulter. Et puis c'est pas parce qu'on consulte qu'on est fou. Je veux dire, aux États-Unis, on va consulter des psychiatres comme des médecins généralistes. Donc, et puis, quand il va y avoir des symptômes légers à modérés, on pourra proposer beaucoup de choses. Et on peut proposer des psychothérapies de type cognitivo-comportemental. On peut proposer de faire de la cohérence cardiaque, de la méditation pleine conscience, donner des conseils, comme par exemple garder des rythmes biologiques, essayer de ne pas grignoter toute la journée, de manger à des heures de repas, de pas consommer de caféine, de thé avant de se coucher, toutes sortes de stimulants, éviter les écrans bleus. Il y a plein de choses qu'on peut essayer de transmettre pour améliorer les choses. Si les symptômes sont modérés à sévères, à ce moment-là, on proposera d'associer à cette psychothérapie un antidépresseur, sachant que quand on prescrit un traitement, c'est pas pour toute la vie. Ça peut être pendant une période de 4 à 6 mois. Et le principal, c'est de consulter tôt, parce que plus on prend en charge la dépression rapidement, plus elle est facile à traiter, plus on tarde, et plus les symptômes s'enquistent, et plus c'est compliqué. Et je suis curieuse, pourquoi les psychiatres ont une mauvaise réputation? En France, il y a quand même une vision assez négative de la psychiatrie. On imagine un vieux psychiatre au fond de son bureau, qui parle pas pendant l'entretien, et puis on s'imagine les asiles de fous. Alors, vraiment, on est très loin de tout ça, et il faut vraiment qu'on change la définition des choses. Et est-ce que
Est-ce que tu as des patients qui viennent en prévention, peut-être des femmes enceintes qui veulent justement pas tomber dans une période de dépression postpartum, ou peut-être en ont vécu une avant et ont une deuxième grossesse et qui veulent éviter? Alors, il y a énormément de patientes qui viennent me voir en prévention d'une rechute de dépression, et notamment pendant la période périnatale. Et en fait, déjà, rien que le fait d'être suivi régulièrement, c'est déjà rassurant. Et en fait, plus on est suivi de façon rapprochée, plus on peut ajuster les choses rapidement. Et puis, parfois, il suffit d'une consultation aussi pour rassurer la patiente. Donc, le message, c'est vraiment de venir consulter, quoi, parce que il y a rien à perdre et puis il vaut mieux plus de précautions que pas assez. Surtout si on a déjà fait face à une dépression, je pense que d'autant plus, faut être un peu précautionneux. Est-ce qu'on a plus de chances d'en faire? D'ailleurs, c'est une question. Est-ce qu'on a plus de chances de faire une dépression si on en a déjà fait une? Ouais, c'est un facteur de risque de refaire une dépression, mais généralement, les premières dépressions du postpartum, c'est des dépressions qui sont pas suivies, pas traitées. Et les rechutes se font quand il n'y a pas de suivi ni de traitement. S'il y a un suivi, eh bien évidemment, le pourcentage baisse drastiquement. Ok. Et est-ce qu'il y a une part de génétique? Il n'y a pas de part de génétique, en tout cas dans les troubles de l'humeur unipolaires. Ça a été prouvé dans les troubles bipolaires. En tout cas, la part de génétique dans la dépression n'est pas prouvée. Est-ce que le traitement hormonal, je sais que c'est quelque chose dont on parle aussi beaucoup, comme quoi en préménopause, en ménopause, on peut suivre un traitement hormonal justement pour contrer un petit peu les fluctuations. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne justement pour ces symptômes? Alors, en termes de dépression dans la préménopause ou la ménopause, le traitement antidépresseur, c'est la référence pour traiter une dépression. Après, ce qu'on a pu montrer dans certaines études scientifiques, c'est que les traitements hormonaux substitutifs, étant donné qu'ils améliorent les symptômes climatériques, enfin les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, etc., indirectement, ils vont aider à améliorer des symptômes dépressifs. Et je me demandais, par exemple, une femme qui fait une dépression postpartum ou qui est en pleine préménopause, comment est-ce que son entourage peut l'aider? L'entourage est extrêmement important en cas de dépression, et notamment dans la dépression du postpartum, parce que très souvent, elle est en lien avec une perturbation des rythmes nictéméraux, donc le fait de peu dormir la nuit parce qu'on a un nouveau-né et qu'on doit s'en occuper toute la nuit. Et donc, comment aider? Prendre le relais, surtout les premières nuits avec le bébé. Ça, c'est essentiel. Moi, je dis à mes patientes de pas hésiter, en tout cas au début, après l'accouchement, pour se restaurer, de passer le relais pour dormir un minimum. Ça peut énormément jouer sur la survenue d'une dépression dans le postpartum. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu aurais des ressources à partager à ceux qui nous écoutent, que ce soit des livres que tu conseillerais ou des associations, des groupes de soutien, vraiment tout ce à quoi tu penses? Pour tout ce qui est prescription pendant la grossesse et le postpartum, c'est bien de se référer au CRAT, donc c'est le centre des agents, je sais plus, mince. On se référer au CRAT. Et il y a une association avec qui il est très en lien, c'est l'association Maman Blues pour toutes les femmes qui sont dans une certaine détresse pendant la grossesse et le postpartum. Voilà, que vous pouvez contacter. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que il y a des livres? Moi, je sais que quand j'étais enceinte, lire sur le sujet, ça m'a beaucoup aidée sur la grossesse, mais aussi faire des cours de préparation à l'accouchement. J'ai quand même appris beaucoup. C'est sûr que les cours de préparation à l'accouchement, ils sont vraiment indispensables parce qu'en cas, par exemple, de césarienne en urgence, c'est bien de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Exact. Parce que quand on est dans l'inconnu, eh bien, c'est encore plus difficile à vivre. Donc, il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions qu'on a
pendant ces cours, même les noter avant pour ne pas oublier et pouvoir les poser sur le moment. Et ça va jouer, en tout cas sur le vécu de l'accouchement, et c'est très important. Ce serait quoi ton mot de la fin pour cet épisode, Lucie ? Eh bien, mon mot et le message que je voudrais transmettre, c'est vraiment venez consulter, venez rapidement. Vous n'êtes pas folle si vous venez voir un psychiatre. Parfois, une consultation, ça peut débloquer les choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Le principal, c'est que vous soyez bien avec votre bébé, vous soyez bien dans différentes périodes de la vie que vous allez traverser. Donc voilà, il y a des psychiatres qui sont là et qui peuvent vous aider. Merci beaucoup, merci docteur, merci Lucie pour ton temps, merci pour toutes ces informations pertinentes et je vais mettre toutes tes informations en description de l'épisode et encore merci. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.